Bonjour, stagiaires. Bonjour à tous. On va voir avec vous dans ce vidéo le module la législation du travail. On va entamer premièrement le délai de préavis. C'est absence grave, le préavis est obligatoire. Il y a l'absence de faute grave, le préavis est obligatoire. La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée en l'absence de faute grave de l'autre partie au respect du délai de préavis tant de la part du salarié que de la part de l'employeur d'après l'article 43. Et bien, je recommence. La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée en l'absence de faute grave de l'autre partie au respect du délai de préavis, tant de la part du salarié que de la part de l'employeur. Le délai et la durée de préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires. Le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur et l'usage. Et nul de plein droit toute clause du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou du usagère fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs et réglementaires. De même, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de 8 jours. Cependant, l'employeur et le salarié sont dispensés de respect du délai de préavis en cas de force majeure. Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat d'après l'article 44. Et donc, le minimum, c'est 8 jours. L'employeur ou le salarié sont dispensés de respect du délai de préavis. Le délai de préavis est suspendu dans des cas suivants. Dans les cas suivants, je recommence, le délai de préavis est obligatoire en cas d'absence de faute grave. Le minimum de jours est 8, le minimum de jours est 8 jours. Le délai minimum de délai de préavis est 8 jours. Excuse-moi. Mais le délai de préavis est suspendu dans des cas suivants. Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants. Pendant la période d'incapacité temporaire lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle. Deuxième cas, pendant la période qui précède et suit l'accouchement. Je recommence. Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants. Pendant la période d'incapacité temporaire lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle. Pendant la période qui précède et suit l'accouchement. En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie pendant le délai de préavis de permission d'absence rémunérée comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération. Je recommence. Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants. Pendant la période d'incapacité temporaire lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle. Pendant la période qui précède et suit l'accouchement. En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie pendant le délai de préavis de permission d'absence rémunérée comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération. Maintenant, on va entamer la durée de préavis fixée par le décret. Ce délai prévu par l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi est fixé selon l'ancienneté de chaque catégorie de salariés.
Pour les cadres et assimilés, moins d'1 an, il faut 1 mois. De 1 an à 5 ans, il faut 2 mois. De plus de 5 ans, on a 3 mois. Pour la deuxième catégorie, pour les employés et les ouvriers, moins d'1 an, c'est 8 jours. De 1 an à 5 ans, c'est 1 mois. Plus de 5 ans, c'est 2 mois. Les absences pendant le préavis. Les permissions d'absence prévues à l'article 48 sont accordées à raison de 2 heures par jour sans qu'ils puissent excéder, d'après l'article 49, 8 jours dans une même semaine maximum ou 30 heures dans une période de 30 jours consécutifs. Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou un chantier situé à plus de 10 km d'une ville érigée en municipalité, il pourra s'absenter 4 heures consécutives 2 fois par semaine ou 8 heures consécutives 1 fois par semaine durant les heures consacrées au travail dans l'entreprise, l'établissement ou les chantiers. Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, et le cas échéant, alternativement au gré 1 fois du salarié, 1 fois de l'employeur. Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption de préavis, et là de même lorsque le salarié cesse de consacrer et les absences à la recherche d'un emploi. C'est ça d'après l'article 50. Toute rupture sans préavis de contrat à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emportant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste. Cela d'après l'article 51. Je recommence cet article. Toute rupture sans préavis du contrat à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emportant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste, d'après l'article 43. On va entamer maintenant une autre sous-séquence, c'est le licenciement par mesure disciplinaire. Faute grave, licenciement sans préavis, ni indemnité, ni dommage, ni intérêt. Fais attention, s'il y en a faute grave, le licenciement est fait sans préavis, ni indemnité, ni dommage, ni intérêt. En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis, ni indemnité, ni versement de dommages-intérêts, cela d'après l'article 61. Cependant, avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être attendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en présence de délégués des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai ne dépasse pas 8 jours à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputé. Il est dressé un procès verbal à ce propos par l'administration de l'entreprise signé par les deux parties dont copie est délivrée par salarié. Je recommence. En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis, ni indemnité, ni versement de dommages, intérêts, d'après l'article 61. Mais avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être attendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en
présence, bien sûr, du délégué de salarié ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même, dans un délai ne dépassant pas 8 jours à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputé. Cela d'après l'article 62. Il est dressé un procès verbal à ce propos par l'administration de l'entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée aux salariés. Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l'inspecteur de travail. La décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 de la loi ou la décision de licenciement est remise aux salariés intéressés en main propre, compte reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise. Je recommence. Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l'inspecteur du travail. La décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article de la loi ou la décision de licenciement est remise aux salariés intéressés en main propre, compte reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précédée a été prise. Mais le licenciement doit être justifié. La justification de licenciement par un motif acceptable incombe à l'employeur. Bien sûr. De même, il doit être prouvé lorsqu'il prétend que le salarié a abandonné son poste, d'après l'article 63. Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspecteur de travail. Cela d'après l'article 64. La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle elle a été attendue et être assortie de procès verbal visé à l'article 62 de la loi. Le tribunal ne peut connaître que les motifs mentionnés dans la décision de licenciement et les salariés ont été pris. Cela d'après l'article, sous peine de déchéance, l'action en justice concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 80 jours à compter de la date de réception pour le salarié de la décision de licenciement. Le délai 80 jours doit être mentionné dans la décision de licenciement visée à l'article 63 du Code. La décision de licenciement doit comporter trois choses. Les motifs justifiant le licenciement du salarié est attendu et est attendu du procès verbal visé à l'article 62 de la loi. Le tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la décision de licenciement et les circonstances dans lesquelles elle a été prise. Sous peine de déchéance, l'action en juridiction concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision de licenciement. Le délai précité, ça veut dire 90 jours, doit être mentionné dans la décision de licenciement visée à l'article 63 du Code. Maintenant, on va entamer un autre article de licenciement, c'est le licenciement pour motif technologique. Information obligatoire des délégués, première chose à faire. L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat occupant habituellement au moins au moins 10 salariés ou plus qui envisagent le licenciement de tout ou partie des salariés pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques doit porter sa décision à la connaissance des délégués
des salariés et le cas échéant des représentants syndicaux à l'entreprise au moins un mois avant de procéder au licenciement. Tout ça d'après l'article 66. L'employeur doit en même temps leur fournir tout renseignement nécessaire et afférent, y compris les motifs de licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés par la période dans laquelle il attend en entreprise ce licenciement. Ici, l'employeur, je recommence, doit en même temps leur fournir tous les renseignements nécessaires et afférents, y compris les motifs de licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés concernés et la période dans laquelle il attend entreprendre ce licenciement. Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en atténuer les effets négatifs, y compris les possibilités de réintégration dans d'autres postes. Le comité d'entreprise agit au lieu et place les délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de 50 salariés. L'administration de l'entreprise dresse un procès verbal constatant les résultats des concertations et des négociations précitées signées par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une au délégué provincial chargé de travail. Et donc, il doit, je recommence cette partie, dernière partie, il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement et d'en les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d'autres postes. Le comité d'entreprise agit au lieu et place les délégués des salariés dans les entreprises occupant plus de 50 salariés. L'administration de l'entreprise dresse un procès verbal constatant les résultats de concertation et négociation précités, signés par les deux parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre au délégué provincial chargé de travail. Deuxième point à faire, c'est l'autorisation obligatoire du gouvernement. Attention, le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la représentation de la demande par l'employeur au délégué provincial chargé de travail. La demande d'autorisation doit être assortie de tous les justificatifs nécessaires comme les bilans, compte de résultats et compte prévisionnel et du procès verbal des concertations et négociations avec les représentants des salariés prévus à l'article 66. En cas de licenciement pour motif économique, la demande doit être accompagnée en noté de comment susviser des justifications, un rapport comportant des motifs économiques nécessitant l'application de la procédure de licenciement, l'état de la situation économique et financière de l'entreprise, un rapport établi par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes. Le délégué provincial chargé de travail doit effectuer toutes les investigations qu'il juge nécessaires. Il doit dresser le dossier dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la demande aux membres d'une commission provinciale présidée par le gouvernement de la préfecture ou de la province afin d'examiner et de statuer le dossier dans le délai fixé ci-dessus. La décision du gouverneur de la préfecture ou de la provinciale doit être motivée et basée sur des conclusions et les propositions de la dite commission. Je répète, pour licenciement économique, la demande doit être accompagnée
زيادة على les documents susvisés et suivants, les rapports comportant les motifs économiques nécessitant l'application de la procédure de licenciement, l'état de la situation économique et financière de l'entreprise, un rapport établi par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes. Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les investigations qu'il juge nécessaires et il doit adresser le dossier dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la demande au membre de la commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province afin d'examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé ci-dessus. La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur des conclusions et les propositions de la dite commission. Maintenant, la commission provinciale. La commission provinciale est composée de représentants des autorités administratives concernées et de représentants des organisations professionnelles, des employeurs et des organisations syndicales et les plus représentatives. La fermeture partielle ou totale des entreprises ou des exploitations visées à l'article ci-dessus n'est pas autorisée s'il est dicté par les motifs autres que ceux prévus dans le même article, s'il est de nature à entraîner le licenciement, sauf dans des cas où il devient impossible. Faire attention, impossible de poursuivre l'activité de l'entreprise et sur autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture de la province. Quatrième chose à faire, c'est les indemnités prévues et licenciements. Les salariés bénéficient des indemnités de préavis de licenciement prévus respectivement aux articles 51 et 52 en cas d'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licence conformément aux articles 66, 67, 69 de la loi. Ça veut dire l'article 70. Toutefois, en cas de licenciement conformément au dit article, sans l'autorisation présidée, les salariés licenciés ne bénéficient pas des dommages intérêts prévus à l'article ci-dessus que ces décisions judiciaires s'ils ne sont pas réintégrés dans le poste en conservant les droits. L'employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation préliminaire conformément à l'article 43 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige. La commission provinciale prévue à l'article présidé par le gouvernement de la province est composée des membres suivants en qualité de représentant de l'administration et représentant de l'autorité gouvernementale chargé du commerce et de l'industrie, ou un représentant de l'autorité gouvernementale chargé des finances, ou un représentant de l'autorité gouvernementale concernée selon la nature du secteur. En qualité de représentants des organisations professionnelles des employeurs, 5 représentants des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatifs mandataires de ces organisations. En qualité de représentants des organisations syndicales des salariés, 5 représentants des organisations syndicales des salariés les plus représentatifs mandataires de ces organisations. Les membres prévus au 2 et 3 sont nommés par décision du président de la commission. La commission se réunit sur convocation de ce président assorti de l'ordre du jour. Chaque fois qu'il est nécessaire, il ne se réunit valablement qu'en présence d'un demi au moins de ses membres, ce qui représente le délégué du ministère chargé du travail et chargé du secrétariat de la commission provinciale et de la préparation des procès-verbaux de ce réunion. Ces derniers sont signés par les membres de la commission présents. Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise en tenant compte des éléments ci-après, l'ancienneté, la valeur professionnelle, les charges familiales. Les salariés licenciés bénéficient d'une propriété de embauchage. C'est ça, c'est comment
sous forme la commission. Maintenant, on va entamer l'indemnité de licenciement. C'est la partie le plus intéressante. Indemnité calculée sur l'ancienneté. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a le droit d'une indemnité en cas de licenciement après 6 mois de travail dans la même entreprise, quel que soit le mode de rémunération de périodicité de paiement du salarié d'après l'article 52. Je recommence cette partie. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité en cas de licenciement après 6 mois de travail. 6 mois de travail dans le même entreprise, quel que soit le mode de rémunération et la périodicité de paiement du salarié. Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal, d'après l'article 53, à 96 heures de salaire pour les 5 premières années d'ancienneté, 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté de 6 ans à 10 mois, 192 de salaire pour la période d'ancienneté de 11 ans à 15 ans, 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté de plus de 15 ans. Maintenant, on va entamer la période officielle de travail effectif. Sont considérées comme période de travail effectif les périodes de congé annuels, les périodes de congés annuels payés, les périodes de repos de femme en couche, la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d'un accident de travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle, les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment à cause d'absence autorisée, de maladie ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l'entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 52 semaines qui ont précédé la rupture de contrat. Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au SMIC égal fixé à l'article 356. Entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proportionné dit et ses accessoires énumérés à l'article 57. On a prime et indemnité inhérentes au travail à l'exclusion des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportées par le salarié en raison de son travail, des indemnités de responsabilité sauf les indemnités de fonction telles que les indemnités de chef d'équipe ou chef de groupe, des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux, des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans les zones dangereuses, des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf pour les indemnités pour heures supplémentaires. On a une autre chose, les avantages en nature, les commissions et les pouvoirs. Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de la loi, l'indemnité due au délégué de salarié et le cas échéant aux représentants délégués dans l'entreprise licenciée au cours de leur mandat est majorée de 100% d'après l'article 58. Les indemnités visées à l'article 59 ne sont pas dues aux salariés s'il a droit à une pension de vieillesse lorsqu'il est mis à la retraite, sauf les dispositions plus favorables sont prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur d'après l'article 60. Maintenant, on va entamer les dommages intérêts demandés en cas de rupture abusive par l'une des parties. En cas de rupture abusive de contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages intérêts, article 41. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages intérêts résultant de la rupture de contrat de travail, qu'il soit abusif ou non. Maintenant, on va entamer, comme remarque, la procédure de conciliation pour le salarié licencié. Le salarié licencié pour un motif qui juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire
prévu au quatrième alinéa de l'article 132 ci-dessus afin de réintégrer son poste ou d'obtenir des dommages-intérêts. En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé et le remise du montant est signé par le salarié et l'employeur ou son représentant. Les signatures doivent être légalisées par l'autorité compétente. Le récépissé est également contresigné par l'agent chargé de l'inspecteur du travail. L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recourir devant les tribunaux. À défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié a un droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer dans le cas d'un licenciement abusif du salarié. Par réintégration du salarié dans son poste, soit par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du salarié 1 mois et demi par année aux fractions d'années de travail sans toutefois dépasser le plafond de 6 mois. Faire attention, d'après l'article 41. Maintenant, l'attestation est reçue à l'employeur. Il y a attestation de travail. Première chose, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail à la cessation du contrat de travail dans un délai maximum de 8 jours sous peine de dommages intérêts d'après l'article 72. On a, deuxième chose, c'est reçu pour solde de tout compte. Le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré par le salarié à l'employé à la cesse de contrat pour quelque cause que ce soit pour s'acquitter de tout paiement envers lui. D'après l'article 73, en réalité, c'est l'employeur qui lui dit au salarié, ce dernier, c'est le reçu des montants et figurants. Sous peine de nullité, le reçu pour solde de tout compte doit mentionner la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements, le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractère lisible, le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en 2 exemplaires dont l'un est remis. Voilà, je finis. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.